Bon. Nous continuons notre cours d'analyse financière par une troisième séance. Donc, je vous rappelle tout d'abord ce qu'on a vu dans les deux premières séances. Donc, dans la première séance, on avait vu une analyse de la situation patrimoniale de l'entité analysée, de l'entreprise, à travers son bilan. Je vous rappelle aussi que cette analyse de la situation patrimoniale de l'entreprise à travers le bilan fournit à l'analyste financier donc des informations très précieuses sur 4 aspects, à savoir la solvabilité, la liquidité, l'autonomie financière et l'adéquation entre les ressources et les emplois, c'est-à-dire l'équilibre entre les cycles de l'entreprise. Donc, 1, 2, 3 et 4, ces 4 éléments nous renseignent sur les équilibres financiers de l'entreprise. Je rappelle brièvement qu'est-ce qu'on avait vu. Donc, la solvabilité exprime la capacité d'une entreprise à payer la totalité de ses dettes. Elle est appréciée en formulant l'hypothèse d'une non-continuité d'exploitation. Et donc, on a ici l'agrégat, c'était l'actif net comptable corrigé, qui devait être supérieur à 0. L'actif net comptable corrigé, on l'avait calculé, je vous le rappelle, donc par le solde, la somme des actifs revalorisés ou corrigés, moins la somme des dettes actualisées. Puis la liquidité, elle, qui est égale à actifs circulants sur PC, exprime la capacité de l'entreprise à payer ses dettes à moins d'1 an, et ce ratio devait être supérieur ou égal à 1. Et puis l'autonomie financière, donc apprécier la capacité ou la possibilité de l'entreprise à s'endetter à long terme. Donc c'est un ratio AF. On a calculé à partir de DF sur CP et qui devait être inférieur ou égal à 1. Et donc finalement, l'adéquation des ressources et des emplois a été donc appréciée grâce aux notions de fonds de roulement net qui devait être positif et au fonds de roulement net qui devait être supérieur ou égal au BFR, ce qui permettait d'avoir une trésorerie nette supérieure ou égale à 0. Donc ainsi, si l'entreprise est équilibrée, ça signifie qu'elle est apte à payer ses dettes, donc à faire face donc au déphasage entre les différents cycles, entre les différents flux, caractérisant son cycle d'investissement et de financement et son cycle d'exploitation afin de continuer paisiblement son exploitation. Donc après l'analyse de la rentabilité, de la situation financière et des équilibres, l'analyste financier doit, dans un deuxième temps, apprécier la rentabilité. Et comme ça, c'est ce qu'on avait traité dans la séance numéro 2. Donc on a dit que la rentabilité exprimait la capacité d'une entité qui est l'entreprise à dégager de la richesse. Donc le thème 2, c'était l'analyse de la rentabilité. Donc on a dit que l'entreprise était une unité qui crée et qui répartit la richesse.
L'analyse de la rentabilité a pour objectif d'apprécier cette capacité. Est-ce que l'entreprise est rentable? Il utilise bien évidemment les comptes de flux, notamment le CPC qu'on a déjà présenté et le tableau de formation du résultat qu'on aura l'occasion de présenter par la suite. Et on avait démarré tout d'abord l'analyse par le CPC. On avait dit que le CPC nous donnait grosso modo 3 informations génériques, à savoir le résultat d'exploitation, le résultat financier et le résultat non courant. Donc, on avait déjà dit que ce tableau devait être retraité pour éliminer 2 éléments, à savoir, après le résultat non courant, l'impôt sur le résultat, qui est comptabilisé dans le poste 670, parce que c'est un élément exogène à l'exploitation d'entreprise et qui dépend de la politique fiscale de l'état d'accueil. Et puis par la suite, on avait dit qu'il fallait aussi éliminer ce résultat non courant, étant donné qu'il est à la fois anormal et exceptionnel. Et donc, l'indicateur de rentabilité par excellence qu'on va utiliser tout au long que les analystes financiers utilisent, c'est ce qu'on appelle le résultat courant avant impôt, qui est composé de 2 résultats. Le résultat d'exploitation, qu'on aura l'occasion de traiter de manière très détaillée dans le tableau de formation du résultat, l'état qui va suivre, et puis le résultat financier qu'on aura l'occasion de traiter dans l'analyse des flux financiers. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que toutes les informations obtenues dans les états de synthèse respectent bien évidemment les principes comptables retenus par une norme. Or, la norme marocaine n'a pas retenu un principe très important qui s'appelle la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique. Autrement dit, l'analyse financière va s'intéresser surtout à la réalité économique et non au montage juridique des affaires. Et que par conséquent, les flux et les soldes qu'on va dégager à partir de ces flux ne sont pas toujours conformes à la position de l'analyse financière. D'où la nécessité d'opérer des retraitements. Je vous rappelle aussi que ces retraitements avaient 2 objectifs fondamentaux. Premier objectif, c'était le calcul des coûts des facteurs de production, c'est-à-dire le capital et le travail. Et le deuxième objectif, assurer donc une analyse normée, c'est-à-dire normative, donc standardisée. C'est bon. Et je vous ai déjà présenté la dernière fois donc les retraitements conventionnels, c'est-à-dire les retraitements retenus par la plupart des auteurs dans cette discipline. Et on avait parlé, si vous vous rappelez, de 6 retraitements, à savoir la subvention d'exploitation qu'on avait déjà traitée, les achats de sous-traitance, la redevance leasing, le personnel externe, le transport assuré par l'entreprise pour elle-même, les impôts et les taxes. Donc, je rappelle brièvement ce qu'on avait fait par rapport à la subvention d'exploitation. On avait considéré que c'est un complément du chiffre d'affaires, donc on l'a intégré avec le chiffre d'affaires, c'est-à-dire soit avec les ventes de marchandises ou les ventes de biens produits, selon que le produit subventionné pour l'entreprise est une marchandise ou un produit fini. Je vous rappelle que dans l'analyse comptable classique, on désigne par marchandise tout objet qui est acheté dans l'objectif de la revente. Et que par revente, on désigne une revente en l'état, c'est-à-dire sans transformation notable ni intégration dans un processus de production. Alors que les produits finis sont issus d'un processus de transformation.
Dans ce cas, l'entreprise va acheter des matières premières et va les transformer de manière plus ou moins évoluée et qu'il va les vendre au marché. Je vous rappelle aussi que la distinction marchandise-produit fini n'est pas une distinction de nature, mais une distinction de destination. Autrement dit, ce n'est pas la nature du produit qui détermine. Donnons un exemple simple. Les carburants, c'est-à-dire l'essence, le gasoil, qui dans les sociétés de distribution du carburant est considéré comme une marchandise, alors que dans notre acceptation générale, c'est une matière première. Pourquoi? Parce que ces entreprises vont les acheter et les vendre. Rappelons aussi que l'achat ou d'un même article peut être comptabilisé de deux manières différentes. Ainsi, un concessionnaire ou un revendeur de marchandises, d'ordinateurs, quand il achète les ordinateurs, il va les considérer comme, pour les revendre, il va les considérer comme des marchandises. Mais lorsqu'il va garder pour ses propres besoins d'exploitation, de manière durable, 2 ou 3 ou 4 ordinateurs, il doit les considérer comme des immobilisations. Donc maintenant, comment on va procéder dans les autres retraitements? Je vous rappelle qu'on a déjà vu un seul retraitement qui concernait les produits et que tous les autres retraitements vont concerner les charges. Et donc, je vais démarrer par le deuxième retraitement et qui est les achats de sous-traitance. Très bien. Je rappelle s'il vous plaît la méthodologie de retraitement qu'on va étudier et que l'outil qu'on va utiliser, c'est le tableau de passage des soldes comptables vers les soldes corrigés. En quoi consiste, s'il vous plaît, la méthodologie de retraitement? On va dans un premier temps présenter le concept, c'est-à-dire le contrat de sous-traitance. On va présenter sa comptabilisation dans le plan comptable marocain, comment il est présenté, et on va voir en quoi la comptabilisation marocaine ne correspond pas à la réalité économique, et puis par la suite, on va opérer le retrait. Donc, on appelle un contrat de sous-traitance un contrat par lequel une entreprise appelée donneur d'ordre, c'est l'entreprise dans laquelle nous faisons l'analyse. Donneur d'ordre, c'est le client. Donc nous, je vous rappelle qu'on est chez cette entreprise. Une entreprise, donc un contrat par lequel un donneur d'ordre va confier à une autre entreprise appelée sous-traitant ou la totalité de ses activités. C'est bon? Donc c'est un contrat par lequel notre entreprise, dans laquelle on fait l'analyse, va confier à quelqu'un, donc appelé sous-traitant, donc l'exécution d'une ou de partie de ses activités. Et que dans l'analyse économique, on distingue deux catégories de contrats de sous-traitance. Il y a la sous-traitance de capacité, dans laquelle lorsque la capacité de production du donneur d'ordre est saturée, il va confier l'exécution d'une partie de sa production à un collègue qui s'appelle appelé sous-traitant. C'est un concurrent qui opère dans le même secteur, mais dans ce cas, il va lui confier une partie. Exemple, une entreprise de textile, c'est bon, une entreprise de textile qui a un bon de commande qui dépasse ses capacités et qui ne peut pas répondre autant aux besoins de ses clients, va confier l'exécution d'une partie de ce contrat à un concurrent appelé sous-traitant. Et qu'il y a une deuxième catégorie de sous-traitants, c'est ce qu'on appelle la sous-traitance stratégique ou l'externalisation, et dans laquelle certaines entreprises, pour bénéficier du savoir-faire et de l'expertise de leurs fournisseurs, parce qu'ici, notre sous-traitant joue le rôle d'un fournisseur. Donc, pour bénéficier de l'expertise et du savoir-faire de leurs fournisseurs, ils vont leur confier une partie de leur activité. Et dans ce cas, ces entreprises font ce qu'on appelle une stratégie de focalisation. C'est-à-dire qu'ils vont se focaliser sur des activités qu'ils considèrent très créatrices de richesse et ils vont confier
d'autres activités selon le fameux schéma donc de chaîne de valeur de Porter à d'autres sous-traitants. Exemple, si cette entreprise fait de la promotion, il va fournir une prestation à l'entreprise qui comporte généralement de la main-d'œuvre et puis il peut aussi comporter de la matière première. Donc, il peut soit donc la matière première et la main-d'œuvre, et parfois ça peut être uniquement, ça c'est la première hypothèse. Dans la deuxième hypothèse, il peut fournir uniquement de la main-d'œuvre. Ça veut dire quoi? Dans la deuxième hypothèse, le donneur d'ordre qui est le client va au fournisseur donc les matières, lui fournir les matières, et le sous-traitant ne va lui fournir que la matière. C'est ce contrat par exemple de sous-traitance qui est très connu dans le secteur de textile au Maroc. Les entreprises marocaines ont des donneurs d'ordre étrangers qui vont leur fournir et le modèle et les matières, et l'entreprise de textile au Maroc ne va fournir bien évidemment facturer que la main-d'œuvre. Très bien. Maintenant, sur le plan comptable. Donc si vous l'avez bien compris, ce contrat comporte dans les deux hypothèses de la main-d'œuvre, c'est-à-dire une utilisation du travail. Or, sur le plan comptable, chez cette entreprise, les factures de sous-traitants sont comptabilisées dans un compte donc, qui prend le code de 6000 le poste, c'est-à-dire 3 codes. Or, ce compte fait partie de quel poste? Du poste 612. Qu'est-ce qu'on a dans le poste 612? Achat, consommé de matière et fourniture. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la norme actuelle marocaine considère tout ce qui est fourni par le sous-traitant comme des matières. Et par conséquent, il oublie la partie main-d'œuvre. Si maintenant le donneur d'ordre n'avait pas donné l'ordre à son sous-traitant pour effectuer cette prestation, il aurait dans sa comptabilité une partie matière et une partie main-d'œuvre. Sinon, uniquement de la main-d'œuvre. C'est bon? Donc, en quoi va consister le retraitement? Donc, nous allons tout d'abord, dans un premier temps, analyser le contrat de sous-traitance. Donc, pour distinguer la partie matière de la partie main-d'œuvre. C'est bon? La partie matière, elle est déjà avec les achats consommés de matières et fournitures. Donc, on ne va pas la retraiter. Par contre, la partie main-d'œuvre, ou si on est dans la deuxième hypothèse, tout le contrat doit être transféré au poste 617, charge de personnel. Donc, récapitulons. Le contrat de sous-traitant comporte soit de la matière première et de la main-d'œuvre, soit uniquement de la main-d'œuvre. Si le donneur d'ordre n'avait pas donné cette activité au sous-traitant, il aurait comptabilisé main-d'œuvre et matière première. Dans la deuxième hypothèse, on n'a ici que de la main-d'œuvre. Au Maroc, on comptabilise le tout avec les achats consommés de matières et fournitures. Ce qui fausse ici le calcul du facteur de production travail. Or, on avait dit que parmi notre premier objectif des retraitements, c'est de mettre en évidence la main-d'œuvre travail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va analyser donc, le contrat. Je vais ici partir d'un exemple très simple. Je vais supposer que dans notre achat de sous-traitance, je vous rappelle que lorsque je parle d'achat de sous-traitance, c'est la nature économique du contrat. Alors que l'intitulé comptable, c'est achat de prestations, travaux et études. Dans l'achat de sous-traitance, j'ai 12 000. Dans 8 000 dirhams,
de 8 000 dirhams de main-d'œuvre directe. Donc, ce contrat comporte 12 000, 8 000 dirhams de main-d'œuvre directe, et bien évidemment le reste qui est 4 000, il s'agit de matières et fournitures consommables. Très bien, je reprends mon tableau. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? Dans un premier temps, l'intitulé du retraitement. Dans un deuxième temps, les postes concernés. Donc, solde avant retraitement, moins et plus et solde après retraitement. Je vais prendre ici donc des montants donc au hasard. Donc, tout d'abord, il s'agit de quoi? Il s'agit des achats de sous-traitance. Les postes concernés, c'est bien évidemment 612 et 617. Qu'est-ce que je veux dire par les postes 612 et 617? J'ajoute ici l'intitulé. Donc, les achats consommés de matières et fournitures et les charges de personnel. Je vais donner des montants donc fictifs pour le début. Donc, admettons que les soldes avant, on avait ici, il faut avoir plus que 12 000. Donc, puisque 12 000 n'est qu'une partie de ce compte, je vais dire n'importe quoi, 212 000. C'est bon, ça va me donner 204 000. Solde après. Et ici, 120 000 plus 8 000, ça va me donner 128 000. Ainsi, qu'est-ce qui nous intéresse? Remarquez ce qui se passe ici. Le compte achat, la fraction de la main-d'œuvre qui était dans le contrat de sous-traitance faussait le calcul de la matière et fourniture, qui était de 212 000. Quand on va retrancher les 8 000, les achats consommés de matière et fourniture vont passer à 204 000. Autrement dit, ils vont diminuer. Dans l'enregistrement comptable, remarquez, le compte charge de personnel ne comptabilisait pas la partie main-d'œuvre qui est dans ce contrat, qui est de 8 000. On l'a ajouté et on a 120 000. Maintenant, comment doit-on lire ces informations? Nous, le montage économique du contrat, le montage juridique du contrat, est-ce qu'il est confié à un sous-traitant ou est-ce qu'il est exécuté en interne, ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est le coût des facteurs de production. Il s'agit de quel facteur ici? Facteur ressources, donc ressources, matières premières, et ici, les facteurs travail. C'est bon? Donc ainsi, on a terminé le deuxième retraitement, qui est les achats de sous-traitance. Je vous rappelle que dans certains cas, ça c'est la première hypothèse. Je reste toujours dans le même cas et je vais supposer dans une deuxième hypothèse qu'il y a un contrat de sous-traitance je dis n'importe quoi, de 80 000 qui ne comporte que la main-d'œuvre. Ça veut dire que dans la deuxième hypothèse, bien évidemment c'est 612 et 617. Et je vais dire ici par exemple que le montant initial était de 100, alors qu'ici le montant initial était de 35. C'est bon? Je vais retrancher d'ici 75 et je vais ajouter ici 75. Écoutez, dans la deuxième hypothèse, je vais traiter tout le montant. Pourquoi? Parce que le contrat de sous-traitance fourni par le sous-traitant ne comporte que de la main-d'œuvre. Donc, 100 moins 75, ça va nous donner ici 25. C'est bon. Et 617
moins 35. Je vais prendre ici 200 et je vais avoir ici 125. 35 plus 75, ça fait 110. Ainsi donc, toute la partie du contrat de sous-traitant a été transférée au compte charge de personnel parce que le sous-traitant ne nous a fourni que de la main-d'œuvre. Nous a fourni que le travail, le facteur de production, travail. C'est bon? Donc maintenant, on a terminé ce deuxième retraitement. On va passer au troisième retraitement et qui concerne la redevance de crédit bas. Très bien. Je vais définir de manière très brève ce contrat de crédit bail, appelé parfois la LOA, la location avec option d'achat. Et donc appelé aussi parfois la location financement et appelé en anglais contrat de leasing. Location avec option d'achat. Et donc dans ce contrat, on doit désigner, je m'excuse, séparer deux parties. Donc dans un premier temps, ici, qu'on va appeler période. Donc, je vous rappelle tout d'abord ici qu'il s'agit du 3, c'est le contrat de crédit bail. C'est bon? Donc, dans un premier temps, appelé période irrévocable, et je vais vous dire pourquoi on appelle cette période irrévocable. Le contrat est un contrat de location. Donc, on revoit exactement. Donc, ici, c'est le début du contrat. Ici, c'est la fin du contrat de location. C'est bon? Donc, ici, c'est un contrat de location simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le propriétaire, qui est la société financière, va mettre à la disposition de l'entreprise le bien. L'entreprise va utiliser en tant que bon père de famille ce bien et il va payer à cette entreprise les redevances leasing. C'est bon? Et ces redevances leasing, qui sont des charges locatives, seront comptabilisées comme toutes les charges locatives avec les charges externes. C'est-à-dire dans le poste 613-614. Redevance leasing avec les autres charges externes. C'est bon? Et donc, à la fin de la durée de location, l'entreprise a trois options. 1, 2 et 3. Première option, c'est acquérir le bien en payant un prix de levée de l'option qu'on appelle valeur résiduelle. Je vous rappelle que le terme valeur résiduelle désigne en comptabilité le prix de cession d'un bien après sa durée d'amortissement. Et que dans notre contrat, il s'agit du prix qui va être payé par le locataire, qui est l'entreprise, à la société donc, immobilière, à la société, je m'excuse, financière. Donc, il peut bien évidemment restituer le bien et bien évidemment, il peut le relouer. Il est évident que lorsqu'on va le relouer, on va le relouer moyennant des redevances qui sont plus faibles, étant donné que c'est un bien qui a été déjà utilisé. Donc maintenant, dans la plupart des cas, l'option que les entreprises vont utiliser, c'est l'option de l'acquisition. On va dire que l'entreprise va lever l'option d'achat et devenir propriétaire. Sur le plan comptable, quand on va lever l'option, c'est assimilé à l'acquisition d'un bien d'occasion. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui va se passer ici. C'est pendant cette période de location. C'est bon? Donc, si on revient au principe de la prééminence de la réalité économique sur l'apparence juridique,
On va voir un contrat ici de location qui a l'apparence juridique donc de l'opération n'est pas important. Pourquoi? Parce que ce qui est important, c'est l'utilisation de ces immobilisations. Quelle est la réalité économique de ces opérations? Cette entreprise, pour une raison ou une autre, raison financière, de coût ou raison stratégique, ne veut pas acquérir le bien des lieux. C'est bon. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va utiliser le leasing en tant que moyen de financement. Donc ainsi, cette opération, on va l'assimiler à quoi? On va l'assimiler à une acquisition par emprunt. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si cette entreprise avait acquis l'opération par emprunt? Il va, bien évidemment, dans ce cas, payer des charges financières, comptabiliser avec les charges d'intérêt, mais il va amortir ce bien. Or, quel est l'inconvénient de ce montage? Quand on veut calculer le rendement des facteurs de production, les immobilisations utilisées ici et financées par Crédit Bail ont créé bien évidemment de la richesse. C'est bon, mais dans l'actif, ils ne vont pas apparaître. Et donc, lorsqu'on veut calculer le rendement des facteurs apparents, des facteurs de production, à savoir le capital et le travail, dans le ratio, on aura les actifs immobilisés. Or, avec ces actifs immobilisés, les immobilisations financées par Crédit Bail n'apparaissent pas, ce qui risque de donner une information biaisée de nature à gonfler ces éléments. C'est bon? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà dans le bilan, je vous le rappelle, on avait fait un retraitement, lequel qui consiste à intégrer avec leur valeur d'utilité toutes les immobilisations financées par Crédit Bail, faisant ainsi passer l'actif au bilan d'un actif patrimonial vers un actif économique. Qu'est-ce qu'un actif patrimonial? Ce sont des actifs qui sont dans la propriété de l'entreprise. Qu'est-ce qu'un actif économique? C'est un actif qui est utilisé effectivement par l'entreprise. On va faire la même chose lorsqu'on va développer l'analyse pour les immobilisations louées ou les immobilisations. Donc, les immobilisations louées. C'est bon? Donc, ainsi, pour avoir une correspondance entre ce qu'on a déjà fait au bilan et au CPC, et pour ne pas avoir des informations disconcordantes, nous allons faire un retraitement. Donc, en quoi va consister le retraitement? Donc, on avait dit, si vous vous rappelez que celui qui a financé une immobilisation par leasing, donc par emprunt, va comptabiliser les dotations aux amortissements au poste 619 et les charges d'intérêt au poste 631. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On a la redevance leasing qui est déjà dans le poste 613 et 614. On va la partager en deux. Partie dotation aux amortissements et partie charge d'intérêt. Donc remarquez, deux techniques vont être utilisées pour scinder ou pour défalquer la redevance leasing en dotation d'amortissement et charge d'intérêt. Dans le calcul très simple, nous allons calculer la dotation aux amortissements comme étant quoi? La valeur d'origine moins la valeur résiduelle sur la durée. Je vous rappelle que c'est le même calcul qu'on utilise toujours pour calculer l'amortissement linéaire d'utilisation. Autrement dit, quelle est la valeur de revente de mon portable ou de mon ordinateur dans 3 ans ou 2 ans et demi? Comme tout le monde peut le remarquer, cette valeur résiduelle est très difficile à estimer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a une obsolescence et un progrès technique très rapide et que de toutes les façons, il va être non significatif par rapport à la valeur d'origine. Si vous achetez aujourd'hui un ordinateur, par exemple un portable à 20 000,
dans 3 ans, sa valeur serait inférieure à 2000. Donc, il est difficile à prévoir, il est très faible. Donc, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer qu'il est nul. Mais dans le contrat de sous-traitance, on n'a pas le droit de formuler cette hypothèse. Pourquoi? Parce que cette valeur réalisable est connue. Elle est précisée dans le contrat de location. Donc, on va le prendre. Dans ce cas, comment on va calculer les charges d'intérêt? On va les calculer par déduction. C'est la redevance crédit bail moins les dotations aux amortissements. Ainsi, si je paye ici 13 000 et que les dotations aux amortissements s'élèvent à 10 000, donc les intérêts vont s'élever à 3 000. C'est bon? Très bien. Il y a une autre technique de calcul, mais qui est un petit peu compliquée. Je vais quand même l'expliquer de manière brève. Donc ça dépend de votre niveau en mathématiques financières. On va considérer qu'il y a un emprunt. Donc parce que dans la réalité, qu'a fait la société financière? Il nous a prêté de l'argent. Nous, on a emprunté l'argent Césaire. Et on va calculer le taux d'intérêt effectif de cet emprunt. Comment calcule-t-on en mathématiques financières donc le taux d'intérêt effectif, appelé aussi taux actuariel? C'est le taux qui va égaliser les encaissements et les décaissements. Autrement dit, qu'est-ce qu'on va encaisser? La valeur du matériel. Et qu'est-ce qu'on va décaisser? Les redevances leasing. Et donc, on a un échéancier et on va calculer ce taux d'intérêt. Et quand on calcule ce taux d'intérêt réel, on calcule les charges d'intérêt. Et on fait l'inverse. C'est-à-dire que lorsque je calcule directement mes charges d'intérêt, je vais calculer par déduction mes dotations aux amortissements. Donc, en quoi va consister le retraitement? Le retraitement va consister à retrancher les redevances leasing des autres charges externes et les faire intégrer, donc, et les partager en deux. La partie dotation aux amortissements, on va la transférer dans le poste 619 et la partie charge d'intérêt, on va la comptabiliser dans les dotations aux amortissements. C'est bon? Donc je précise ici le retraitement avant de donner un exemple. Donc, redevance, crédit bail. Donc le poste 613, 614, on va le diminuer du montant de la redevance crédit bail. C'est bon? En contrepartie, qu'est-ce qu'on va faire? Le 619, on va ajouter les dotations aux amortissements. Et le 631, on va ajouter les charges d'intérêt. Et j'attire votre attention sur un aspect très important. Moi, je raisonne toujours poste et non pas compte. C'est bon? Parce que dans le CPC et le tableau de formation de résultats, on ne va pas jusqu'au calcul des... le détail ne va pas jusqu'à la présentation des comptes, mais s'arrête au niveau des postes. Donc je vais prendre quand même un exemple. Donc je vais préciser ici les caractéristiques du contrat de crédit bail. Valeur des unités, c'est 200 000. Valeur résiduelle, c'est 20 000. Durée du contrat, c'est 4 ans. Donc, redevance crédit bail, c'est 60. Autrement dit, c'est une entreprise qui va payer une redevance annuelle de 60 000 liras pour un bien dont la valeur des unités est de 100 000
et qu'à la fin, s'il veut devenir propriétaire, il va payer 20 000. Prêtez-moi votre attention. Si je paye 60 000 sur 4 ans, ça veut dire que je vais payer 240 000. Et que pour devenir propriétaire de ce bien, je dois payer 20 000 à la fin. Donc en totalité, je vais payer pour avoir un bien dont la valeur d'utilité était à l'origine de 100 000, 260 000. Et donc les 60 000 payés tout au long du contrat et qui représentent la différence entre mes décaissements, c'est-à-dire mes redevances plus le prix de la levée de l'option, sont supérieurs à la valeur d'entrée de 100 000. Autrement dit, je vais supporter 60 000 dirhams d'intérêt. Très bien. Donc, qu'est-ce que je vais calculer? Donc, je vais préciser ici, donc, je vais partager les 60 000 en dotation aux amortissements et charges d'intérêt. Très bien. Je calcule ici la dotation aux amortissements. C'est combien? C'est 200 moins 20 000 sur 4. Ce qui va nous faire 45 000. Comment je calcule la charge d'intérêt? C'est la différence entre les deux. C'est-à-dire 60 000 moins 45 000. Et ça va me donner 15 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la réalité, l'entreprise, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise un bien, et puisqu'il a emprunté pour financer ce bien, le bien s'amortit chaque année à hauteur de 45 000 et on supporte des charges d'intérêt de 15 000. Je vous donne aussi un autre schéma pour bien comprendre le phénomène. Ici, vous avez notre production. Et ici, vous avez notre consommation interne, ou la consommation intermédiaire, je m'excuse, ou interne. On l'appelle aussi la consommation en provenance de l'extérieur. Ici, vous avez votre valeur ajoutée. Donc, lorsque l'on comptabilise les redevances crédit bail avec... Donc ici, qu'est-ce que j'ai? Quel poste? J'ai les postes 611, 612, et j'ai les postes 612, puisqu'il s'agit uniquement d'activités industrielles, et donc ici 613 et 614. En comptabilisant les redevances leasing avec la consommation externe, je les enlève de la valeur ajoutée. Parce que si vous avez bien compris, ces deux ensembles sont mutuellement exclusifs. Ça veut dire quoi, deux ensembles mutuellement exclusifs? Ça veut dire que la consommation intermédiaire inter la valeur ajoutée est égale à l'ensemble vide. Et que la consommation intermédiaire réunie à la valeur ajoutée va nous donner la production. Donc, dans la logique, quand j'ai deux sous-ensembles qui constituent l'ensemble, la totalité de l'ensemble, et qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux, cela signifie quoi? Que ce qui est consommation intermédiaire est hors valeur ajoutée. Et ce qui est valeur ajoutée est hors consommation intermédiaire. Qu'est-ce que cela veut dire? De manière très simple, tout ce que je comptabilise avec la consommation intermédiaire, je l'exclus de la valeur ajoutée. Et tout ce que je calcule ici pour la valeur ajoutée, je dois l'exclure de la consommation intermédiaire. Or, le fait de comptabiliser les redevances leasing dans les achats externes, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on les a exclus de la valeur ajoutée. Ce qui est complètement faux, parce que ces immobilisations vont contribuer à la valeur ajoutée. Et leur rétribution, qui est la dotation aux amortissements, ne doit pas apparaître ici, mais il doit apparaître ici. C'est bon? Donc, je continue l'exemple et je vais passer au tableau de retraitement de manière très synthétique. Donc, dans le tableau de passage des soldes comptables aux soldes corrigés, on a toujours 6 colonnes, le retraitement, les postes concernés, le solde avant
le moins, le plus et le solde après. Donc, passage de solde comptable au solde corrigé ou retraité. Donc j'ai ici le retraitement. C'est le troisième retraitement. Donc redevance, crédit bail, les postes concernés. Ici il s'agit de 3 postes. Il s'agit de 613, 614, autres charges externes. Il s'agit aussi du poste 619, dotation d'exploitation, dans sa partie dotation aux amortissements. Et il s'agit du poste 631, charge d'intérêt. Donc, je vais dire ici solde avant retraitement, moins, plus et solde après retraitement. C'est bon? Donc, je vais toujours donner ici des montants fictifs. Je vais supposer ici c'est 260. Ici c'est 80. Ici c'est 60. Donc, je retranche les 60 d'ici. J'ajoute les 15 ici. Je m'excuse, le 45. Et j'ajoute ici le 15. Donc, si, et j'insiste sur cet élément, remarquez, dans ces retraitements, on ne va pas ajouter des charges, on ne va pas retrancher des charges, mais on va uniquement transférer des charges de compte à compte. Et là, c'est, remarquez, on respecte bien la technique de la partie double. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va débiter un compte et on va créditer un compte. Dans la réalité, ce compte sera crédité et ces deux comptes seront débités. Pourquoi? Parce que ce compte est un compte de charge, il diminue au crédit. C. Et ces comptes sont de charge de produit, ils augmentent au débit. D. Donc, si je veux respecter ou passer des écritures, qu'est-ce qui se passe? Je débite ces deux comptes qui vont augmenter et je crédite ces deux comptes. Or, selon cette technique de la partie double, c'est le même montant qui est utilisé. Ainsi, 260 moins 60, ça va donner ici, dans le solde corrigé, 200. 80 plus 45, ça va donner 125. Et 60 plus 15, ça va donner 75. Ainsi, on a exclu les redevances de la consommation provenant de l'extérieur et on les a fait apparaître, avec les dotations aux amortissements pour calculer la vraie dépréciation des immobilisations qu'on utilise et non pas celles qui sont de notre propriété et les charges financières parce que dans la réalité, le contrat de crédit bail, c'est un produit bancaire, donc il s'agit d'un endettement. C'est bon? Donc, tels sont les retraitements, la deuxième partie, donc de troisième partie de m'excuse du secours. Je vous rappelle que jusqu'à maintenant, on a traité la subvention d'exploitation, les achats de sous-traitance et les redevances crédit bail. Et qu'il nous reste à voir dans les séances à venir les transports assurés par l'entreprise pour elle-même, le personnel externe et les impôts et taxes. Donc, cette séance touche à sa fin. Donc, dans l'attente d'autres prochaines séances, donc je vous souhaite bonne journée et je vous conseille encore une deuxième fois de respecter toutes les mesures prudentielles donc en matière de confinement. Bon courage.